Monsieur Botorel, pour La République En Marche, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame Frances Haugen. Grâce à vos révélations sur les pratiques de Facebook, vous nous permettez d'entrer dans la boîte noire de l'une des grandes plateformes numériques, dont le fonctionnement interne est parfois peu intelligible des pouvoirs publics, et faites œuvre utile en nous donnant matière à progresser efficacement dans notre ambition de mieux les réguler. Désinformation, radicalisation politique, polarisation des opinions, haine en ligne, le champ couvert par vos révélations est vaste, et de toute évidence, il n'a pas fini de s'élargir compte tenu du volume de documents qui reste à analyser. Cependant, un fil rouge se dessine d'ores et déjà. Facebook était conscient des dérives présentes sur ses plateformes et, volontairement ou par impuissance, a choisi de les ignorer délibérément, selon vous, dans l'objectif principal de préserver ses revenus publicitaires. Je serais à cet égard très intéressé de vous entendre développer davantage ce point, et j'ai donc une première question. En l'absence de standards éthiques clairement définis, comment caractérisez-vous l'intentionnalité du maintien de telles dérives par les directions et les cadres de Facebook? Okay. So, alors, commençons avec ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Quelle a été la série de choix qui a été faite par Facebook et pourquoi Facebook a-t-il fait ces choix? J'essaie toujours de ne pas critiquer des individus ou alors d'essayer de leur attribuer des motif, parce qu'en fait le problème ici c'est le système Facebook et ses produits. Les deux sont liés. Donc le premier problème avec Facebook, c'est que Facebook n'a pas de système de responsabilité interne. Très souvent, les porte-paroles de Facebook ont refusé de donner des noms lorsqu'on leur demande qui est responsable de la décision quant au contenu Instagram pour les enfants, par exemple, qui est responsable pour des spécificités. À chaque fois, Facebook répond en disant mais ce ne sont pas des individus qui décident, ce sont des communautés. Donc j'ai encouragé, par exemple pour ce qui est du DSA ou autre, d'essayer d'attacher un nom à chaque changement, à chaque prise de décision. Parce que ces prises de décision ont des conséquences sur des milliers et des milliers de personnes. Et je pense que si un nom était attribué à ces actions, il y aurait plus de responsabilité. Il ne faut pas refuser la réalité. Facebook a un pouvoir extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées et Facebook a ce concept qui dit que tout le monde tous les gens sont égaux au sein de Facebook. Ils pensent que s'ils peuvent choisir les bonnes mesures, alors les gens pourront faire ce qu'ils veulent. Mais le problème, ce sont les mesures elles-mêmes, ce sont les données elles-mêmes. Et en 2018, Facebook a essayé de maximiser le nombre d'interactions sur Facebook. Mais ça n'a pas été bon pour nous. Ils appellent cela des interactions sociales qui font sens. Mais en fait, vous pouvez avoir des intimidations ou alors de la colère exprimée sur Internet qui sont relayées et dans plusieurs langues dans le monde. Lorsqu'ils ont fait cela, en quelques mois, les partis politiques en Europe ont dit à Facebook, beaucoup de partis politiques partout sur le continent, l'ont dit, nous savons que vous avez changé les algorithmes. Parce qu'autrefois, on pouvait publier des livres blancs, par exemple, sur notre politique agricole, des faits, et la distribution se passait. Mais aujourd'hui, si on ne poste pas des données polarisantes, on n'est pas entendu. Il n'y a que le silence, on n'entend que les criquets. Donc nos options étaient influencées par les algorithmes de Facebook et ceci est inacceptable parce que nos démocraties doivent être fondées sur ce que veulent les gens, pas sur ce que les algorithmes de Facebook souhaitent. Alors pourquoi Facebook a mis en place ce système? Facebook très souvent a dit qu'il ne souhaite pas mettre au point un système qui sème la colère. Et bien sûr, il ne le souhaite pas.
mais ils savaient quels étaient les risques et les conséquences. Ils ont tout fait pour que les gens créent davantage et pour donner des petits coups de dopamine à chaque fois que vous aviez un like, un commentaire. À ce moment-là, vous étiez plus à même de produire davantage de contenu pour Facebook. Donc, on ne peut pas entendre cette justification de Facebook qui dit qu'il voulait maximiser le bien-être parce que on s'est rendu compte, après que les changements ont été mis en place, que les résultats étaient négatifs. Et il est question ici de la possibilité de Facebook de nous manipuler sur le long terme. Cela étant, les Facebook Files révèlent aussi de façon patente les insuffisances de l'autorégulation et renforcent le besoin de régulation que nous nous efforçons de satisfaire en France et en Europe. Sur ce point, un projet de règlement est actuellement en cours de discussion au niveau européen, le Digital Services Act, et il entend apporter une réponse juridique efficace pour renforcer la responsabilité des plateformes par rapport aux contenus qui y sont diffusés. Et il les soumet à un certain nombre d'obligations de diligence au service d'un environnement en ligne sûr et transparent. Création d'un représentant légal, accessibilité des conditions générales d'utilisation, mise en place d'un mécanisme de signalement des contenus considérés comme illicites, obligation de retrait ou de blocage de ces contenus, voire de suspension des comptes, coopération renforcée avec les autorités judiciaires. Ce texte ambitieux comporte en effet de nombreuses dispositions qui me paraissent aller dans la bonne direction pour que nos libertés, nos droits fondamentaux, ainsi que nos valeurs démocratiques soient davantage partagées sur Internet. Je souhaiterais connaître votre avis sur ce sujet, compte tenu des informations que vous avez rendues publiques et des grands principes du DSA en matière de régulation, de transparence et de contrôle de l'activité des plateformes numériques. Pensez-vous qu'il s'agit là d'une réponse, d'un début de réponse ou d'une bonne réponse aux dérives constatées? Si ce n'était qu'un début, que lui manquerait-il et pourquoi? Et que pourrions-nous faire pour être parfaitement au niveau des enjeux que vous soulevez? Donc il va falloir des régulations. Et ce qui est difficile dans le domaine technologique, c'est que les choses vont très vite. Aujourd'hui, nous avons des problèmes qui sont sans cesse changeants. Si on construit des barrières, Facebook va trouver un moyen de contourner ces barrières. Ce que j'aime dans le DSA, c'est qu'il a un modèle d'évaluation des risques. Il demande aux entreprises d'évaluer ses propres risques. Et pour revenir à mon plan en 3 phases, en fait, Facebook ne peut pas être le seul arbitre. Et des auditeurs qui sont recrutés par Facebook ne peuvent pas faire un travail tout à fait objectif. Il va falloir qu'un tiers puisse le faire, parce que Facebook n'est pas assez diversifié pour comprendre les problèmes qu'il crée dans le monde. Il y a quelques changements qui, à mon avis, doivent se produire dans le DSA. Alors, le premier changement, c'est l'étape 2. La communauté doit avoir son mot à dire. Et deuxièmement, il faut s'assurer que ces audits ne couvrent pas seulement des contenus légaux, mais également des contenus légaux et nuisibles. Donc c'est important dans le cadre de ce modèle d'avoir une évaluation des risques par les entreprises et puis savoir quelles données seront utilisées pour cette évaluation. Et tant que nous avons un moyen de faire en sorte que ces entreprises doivent rendre des comptes et montrer qu'elles font des efforts et des progrès, on avancera. Et il ne faut pas oublier donc tous les contenus tels que la santé mentale, qui peuvent nuire à la santé mentale des enfants, par exemple. Ces contenus ne sont pas forcément illégaux. Ce sont des contenus légaux, mais qui sont également toxiques. Ensuite, il y a également le secret des affaires. Ça fait des semaines maintenant que je témoigne et que je parle de choses que Facebook considère comme des secrets commerciaux. Et à ce moment-là, les données sur les algorithmes ne sont pas publiées. Donc je pense que cette disposition sur le secret commercial devrait être éliminée. Enfin, lorsque vous... en matière de données, très souvent, ces données vont à des universitaires. Un tiers de tous les tweets, par exemple, vont à tout le monde. Il y a environ 10 000 chercheurs indépendants qui observent la situation et une grande partie des opérations influençables sur Facebook sont observées
Mais il faut davantage de données qui soient disponibles pour que les universitaires y aient accès. Alors tout le monde n'a pas fait des thèses, mais il faut que l'accès de ces données soit ouvert à tous pour que nous puissions plus facilement prouver la nocivité des contenus. Il y a eu une question également sur les révélations internes obligatoires. Pour revenir à la santé mentale des adolescents, on a vu que depuis 2018, Facebook est au courant des dommages faits à la santé mentale des adolescents. Mais en fait, ils ont dit que la recherche était mixte. Je pense qu'étant donné l'influence de Facebook et les sommes colossales dont il dispose, si en 1 an ou 18 mois, le problème n'est pas résolu, c'est simplement parce qu'ils souhaitent ne pas payer pour le résoudre. Je pense que toutes ces discussions autour de ce sujet doivent être abordées de façon interne. Si les questions ne sont pas posées, et je pense que très souvent, le choix qui est fait d'arrêter les recherches internes, après mes révélations par exemple, ce sont les choix qui vont peut-être être faits et à ce moment-là, il n'y aura plus de recherche sur ce qui se passe à nos enfants parce qu'ils ont trop peur des résultats de ces recherches. Enfin, concernant les lanceurs d'alerte, je pense que votre avant-projet de loi est extraordinaire. J'aime le fait qu'on protège donc les lanceurs d'alerte, les entreprises également, publiques et privées. Par exemple, si moi je travaillais pour TikTok, je n'aurais pas pu bénéficier de la même protection de lanceurs d'alerte. Je pense qu'il faut encourager la protection des collaborateurs actuels et des anciens collaborateurs des sociétés également, parce que beaucoup de lanceurs d'alerte sont d'anciens employés. Et je pense également qu'il est important de noter que les lanceurs d'alerte ne peuvent pas toujours tous s'exprimer parce qu'ils n'ont pas toujours de l'argent. Moi, je suis relativement plus âgée que les autres lanceurs d'alerte et l'argent est un problème. Il n'est pas toujours facile de s'exprimer. Il n'y a pas toujours les soutiens adéquats. Et je pense que travailler sur ces modèles est important. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui, très souvent, ressentent des syndromes proches du syndrome post-traumatique. En fait, c'est comme si vous déteniez un secret. Vous avez un secret qui vous emmène à craindre pour la sécurité des autres. Il arrive un moment où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas résoudre ce problème seul en interne. Pour ce qui est de mon cas, très souvent, lorsque les gens en interne sonnaient la sonnette d'alarme, ils étaient simplement virés. Et ils n'avaient plus accès à rien du tout du jour au lendemain. Et personne ne savait ce qui se passait. Et puis une fois qu'on leur redonne accès, on se rend compte que toutes les données, tout ce que cette personne a écrit, tout a été effacé. Donc Facebook sait que les gens qui sont donneurs d'alarme ou lanceurs d'alerte sont des menaces. Et moi, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de n'être que la roue grinçante du carrosse parce que ça ne menait nulle part. Parce que chez Facebook, tout ce que vous risquez, c'est d'être licencié. Donc, il fallait aller plus loin. Pour ce qui est des États-Unis, c'est différent en Europe, mais aux États-Unis, il n'y a pas un système de santé tel qu'en Europe. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu avec ma mère l'année dernière à cause de la COVID. Je pensais qu'on ne me prendrait pas au sérieux. Mais ma mère, vous savez, est un prêtre. Et j'ai réussi à bénéficier de thérapie pendant des heures et des heures parce que je vivais avec un prêtre. Et les gens me demandaient, mais comment vous arrivez à être aussi calme, aussi sereine? J'ai dit, moi, j'ai réussi à bénéficier d'une thérapie de 6 mois l'année dernière. Et beaucoup n'ont pas ce même niveau de soutien. Et avoir quelqu'un qui puisse accompagner psychologiquement les gens, c'est très important. Sans cela, les dommages causés aux personnes sont énormes. Voilà pour cette première série de questions. Je vous remercie.